نديروها ما تحركش برك سي ما تحركش الكوموند ديالها وخلاص. انا لازم نتحرك معليش. Rebonjour, donc le cours dont nous allons voir aujourd'hui est la tuberculose extrapulmonaire. C'est quoi la tuberculose extrapulmonaire? Par définition, c'est quoi? Tuberculose. C'est une tuberculose. Très bien. Donc c'est une tuberculose qui ne touche pas les poumons. Donc c'est l'ensemble. Donc, pardon, l'objectif de notre objectif, donc diagnostiquer une tuberculose extrapulmonaire, surtout pleurale et ganglionnaire, citer les complications, quelles sont les complications de tuberculose extrapulmonaire, et énumérer les autres causes de TEP en précisant les arguments de présomption et de certitude, et enfin décrire les modalités thérapeutiques, soit générales ou bien locales. C'est clair? La définition, donc on commence par les généralités. Les tuberculoses extrapulmonaires regroupent l'ensemble des localisations extrapulmonaires de la tuberculose. Mais pleurale et médiastinale sont incluses dans la définition des extrapulmonaires. C'est clair? Donc, on distingue par ordre de fréquence, donc de localisation. La localisation ganglionnaire, elle est la plus fréquente dans les tuberculoses extrapulmonaires. Cervicale ou bien axillaire, inguinale ou bien profonde, médiastinale et mésentérique. L'atteinte des cirrhoses, donc quelle que soit la pleurisée, donc la péricardite, la méningite et la péritonite. Deuxième position, c'est l'atteinte des cirrhoses. C'est la tuberculose des cirrhoses, à savoir méningite, péricardite, pleurisée et péritonite. Osseuse et osseo-articulaire, soit vertébrale ou bien des membres, soit osseuse pure, épargne les articulations, ou bien osseo-articulaire, c'est la tête des os et des articulations. Viscérale, donc à savoir intestinale, rénale, hépatique, splénique, cérébrale et génitale. Et enfin, la tuberculose cutanée et muqueuse, c'est une pathologie, elle est rare, mais elle existe. Donc, les symptômes cliniques et éventuellement radiologiques et biologiques diffèrent selon la localisation. Par exemple, en fonction de la tête, on a les symptômes cliniques, radiologiques et biologiques. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un tableau typique de tuberculose extrapulmonaire. Et ce sont des éléments de présomption de diagnostic. Quel est l'intérêt de la question? Pourquoi donc on va étudier la tuberculose extrapulmonaire? Pourquoi? Parce que c'est une pathologie fréquente. Donc les TEP, donc en augmentation régulière, représentent les 2 tiers de tuberculose. 2 tiers. Donc difficulté diagnostique. Deuxième intérêt, c'est la difficulté diagnostique. Donc les tuberculoses extrapulmonaires, donc en général, ce sont des tuberculoses possibacillaires, c'est-à-dire BK direct négatif, quelle que soit la péricardite, la péritonite, pleurale, quel que soit l'extrapulmonaire, généralement, ce sont des affections possibacillaires. C'est clair? Possibacillaire. Et le diagnostic de tuberculose extrapulmonaire repose sur la culture. Vu que l'examen direct c'est possibacillaire, donc on demande généralement d'emblée la culture. C'est clair? Et un problème thérapeutique en concernant le traitement. Le traitement antibacillaire, il existe un consensus, c'est le guide de lutte contre la tuberculose, mais le traitement adjuvant, à savoir la corticothérapie, la chirurgie, le traitement orthopédique et la kinésithérapie, il n'existe pas un consensus. Certains médecins disent on met le patient sur la kinésithérapie, certains médecins indiquent la chirurgie d'emblée, c'est-à-dire il n'existe pas un consensus pour le traitement adjuvant. C'est clair? Maintenant, comment faire un diagnostic de tuberculose extrapulmonaire?
hein, la clinique. Donc, premièrement, le tableau clinique, la radiologie, c'est clair. On a toujours l'extra-pulmonaire, même pulmonaire, les présomptions et le diagnostic de certitude. Quels sont les éléments de présomption devant une tuberculose extra-pulmonaire? Par exemple, les signes cliniques. Donc, les signes cliniques, généralement, la tuberculose donne une infection CBU, progressive. C'est clair. Donc, les signes fonctionnels sont en fonction de l'appareil, selon la localisation. Par exemple, bilirubésie, on a une symptomatologie respiratoire. Adénopathie, donc axillaire, c'est symptomatologie cervicale. Péricardite, symptomatologie cardiaque. Méningite, ça dépend de la localisation. C'est les tableaux cliniques en fonction de la localisation. Il existe des images radiologiques évocatrices. Par exemple, la radiographie de thorax en cas de pleurésie, par exemple. C'est clair. TDL des cerveaux, donc en cas de tuberculose cérébrale, des tuberculomes. Donc ce sont des signes, de présomption spécifique de l'appareil. Les signes d'inflammation chronique, la cytologie, donc l'lymphocytose. L'histologie, c'est le granulome inflammatoire sans nécrose casieuse parce que c'est un signe de présomption. Et des signes d'hypersensibilité, les DR. Les DR, elle est généralement dans la tuberculose extrapulmonaire, elle est positive. Et le test sérologique, c'est le dosage de quantiférons ou bien la sécrétion d'interférons gamma. Maintenant, les arguments de certitude pour faire le diagnostic de tuberculose extrapulmonaire. Première, c'est bactériologique, c'est la mise en évidence de BK par examen direct aux cultures. La PCR, donc c'est la recherche de BK par gène de BK. L'histologie, c'est le granulome inflammatoire avec nécrose casieuse. Et la cytologie, c'est la mise en évidence de casion. Après ce tableau, donc les arguments de présomption, on a deux éventualités. Soit des cas prouvés, soit des cas non prouvés. C'est clair? Des cas prouvés, donc c'est la présence d'un seul critère de certitude. Soit BK direct et culture, soit follicule caseux à l'histologie, soit le casillon. Un seul critère permet de confirmer le diagnostic. Et les cas non prouvés, donc ce sont forte probabilité, donc des signes de présomption. C'est clair? C'est-à-dire après les signes cliniques radiologiques et PDR, on a devant deux tableaux. Soit cas prouvé, c'est tuberculose prouvée, soit non prouvé, donc forte probabilité des signes de présomption. On traite, on n'a pas le choix. C'est clair? Maintenant, diagnostiquer une tuberculose pleurale et ganglionnaire. Donc, vu que l'atteinte ganglionnaire, elle est la plus fréquente, donc on commence par les arguments de présomption. Il existe 4 stades cliniques: la crudité, le ramollissement, c'est l'évolution chronique de l'adénopathie, fistule. Il faut savoir que la fistule, c'est un signe très évocateur de la tuberculose. L'adénopathie fistulisée, c'est un argument en faveur de la tuberculose. Le siège généralement cervical, toujours les adénopathies cervicales, et la vieillesse toujours elle est accélérée. Les arguments de certitude, donc c'est la ponction ganglionnaire. On va cultiver le sucre ou bien le pus. Étude cytologique et la biopsie ganglionnaire permet de faire le diagnostic. C'est clair pour l'adénopathie cervicale? Le diagnostic cervical. Maintenant, le diagnostic, autre localisation, c'est les adénopathies médiastinales, donc de la primo-infection tuberculeuse avec ou sans signes généraux. Généralement, les adénopathies médiastinales hilaires ou bien latérotrachéales. C'est le siège dans le médiastin. Les adénopathies mésentériques, elle est responsable d'une tuberculose intestinale, et les adénopathies rétrocardiaques, rétromésentériques, tuberculose vertébrale et source de tuberculose vertébrale et génitale. Je n'ai pas compris la question. Pulmonaire, hein? Qui est de compression? Ça dépend du volume. Il y a de compression, il te met le. Maintenant,
quel deuxième diagnostic? C'est la pleurésie de pleurésie tuberculeuse. Donc c'est une pleurésie, donc le tableau clinique c'est une pleurésie sérofibrileuse primitive sans lésion pulmonaire associée. Pourquoi sans lésion pulmonaire associée? Parce que qui te lésion avec pleurésie purulente généralement. La rupture de casium dans la plèvre avec lésion purulente. C'est clair? C'est clair? La pleurésie avec lésion pulmonaire, généralement, elle donne la rupture de casium dans la plèvre, donne une pleurésie purulente. Mais la pleurésie primitive, c'est une inflammation, c'est une pleurésie sérofibrileuse, sans lésion pulmonaire. Mais quelle lésion extrapulmonaire, c'est primitif, c'est la pleurésie par un mécanisme inflammatoire. C'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair. Donc le débit, généralement c'est un débit subaigu, parfois brutal ou atypique. Les signes généraux, on a dit que les 4A, c'est asthénie, anorexie, altération de l'état général. Quels sont les signes respiratoires devant une pleurésie? Dyspnée standard, non. C'est qu'un épanchement de faible abondance avec dyspnée. Non. Quel est le signe le plus important? La douleur thoracique, très bien, parce que la plèvre elle est très énervée, donc une simple irritation pleurale, le premier symptôme c'est la douleur. Généralement, les malades qui consultent douleur thoracique, la radio c'est une pleurésie. Deuxième signe, respiratoire. Tout, très bien. Donc c'est la plèvre donc, dans le mécanisme de respiration. La présence de tout de liquide dans la plèvre, elle donne une toux, c'est une gêne. C'est clair, la dyspnée en fonction de l'abondance et en fonction du terrain. Par exemple, pleurésie de moyenne abondance chez un adulte en bonne santé, aucun antécédent, dyspnée d'effort. Mais pleurésie chez un malade, c'est cas de tuberculose ou bien PPCO ou bien asthme, faible abondance ou bien moyenne abondance, détresse respiratoire. Ça dépend de l'abondance, parce que de grande abondance avec dyspnée d'emblée, et le terrain, pleurésie sur terrain, avec dyspnée. C'est clair? Donc la dyspnée, sa rapidité d'installation et l'intensité dépendent des turins sur lequel survient l'épanchement et son abondance. C'est clair? La douleur thoracique, latérothoracique, donc pouvant irradier vers l'épaule, d'intensité variable, et elle est augmentée par la pression pariétale. La toux sèche, surtout au changement de position. C'est un critère en faveur de la pleurésie. C'est les mouvements du liquide. C'est clair? Maintenant, quels sont les signes physiques devant ce tableau? La palpation, la percussion, la palpation et l'auscultation. La palpation. Abolition des vibrations vocales. Très bien. La percussion. Très bien. Matété, l'auscultation, c'est un silence auscultatoire. Très bien. C'est la triade. Donc l'examen physique permet de retrouver le syndrome pleural. Donc c'est la triade, matété à la percussion, silence auscultatoire à l'auscultation et abolition de la transmission des vibrations vocales à la palpation. C'est clair? Maintenant la radiographie du thorax. Donc j'ai malade avec des signes généraux, présomption, on a dit AAAA, signes respiratoires, dyspnée, toux et douleur. L'auscultation, c'est un syndrome pleural. La radiographie du thorax. Très bien. La définition, c'est une opacité dense, homogène, tonalité hydrique comme le médiastin, qui comble le cul-de-sac, costo-diaphragmatique. Droit. Gauche, elle est à droite. C'est une opacité, mais c'est une pleurésie de faible abondance. C'est clair, c'est une opacité qui m'a visible, elle est visible normalement. Elle est énorme.
Donc c'est une opacité, pleurésie de faible abondance. L'interprétation, c'est une opacité dense, homogène, tonalité hydrique qui comble le cul-de-sac costodiaphragmatique gauche. Tout ça, oui, pleurésie de faible abondance. C'est clair. Deuxième radio. Ah, il y a les externes. Sinon, Badri, Lina. Oui. Hein? Opacité, Badri. Opacité, le médiastin, le cœur, oui, mais opacité. Quel champ? Pleural. L'hémothorax gauche, gauche, l'hémothorax gauche et le siège d'une opacité. L'opacité, elle est. On compare toujours l'opacité par le médiastin. Opacité dense, tonalité hydrique, comme le médiastin, parce que le médiastin, c'est le sang qui circule, donc c'est une tonalité hydrique. Qui comble le cul-de-sac talloula, cul-de-sac costodiaphragmatique, la cardiophrényque et la coupole diaphragmatique. Elle comble pratiquement les deux cul-de-sac et la coupole diaphragmatique. C'est clair? نحكيكم هذه عرفي ريان خرجت ابسون بنفليس لمين خرج عفوف إيمان l'interprétation radiologique. C'est une opacité de l'hémothorax gauche. L'hémothorax gauche et le siège d'une opacité. Oui, très bien. De grande abondance. Allez, de grande abondance. Ouais. Opacité dense, homogène, tonalité hydrique, comble les cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophrényque et efface la coupole diaphragmatique. هنا درتها لكم على جات la ligne de Damoiseau. Limite externe faite d'une limitée en haut et en bas par une opacité concave. Là, c'est la ligne de Damoiseau cliniquement. C'est une pleurésie de moyenne abondance. Troisième radio. Là, mademoiselle. Là, c'est la dyspnée, le premier signe, parce que c'est une pleurésie de grande abondance. Là, c'est l'hémothorax gauche et le siège d'une opacité dense, homogène, tonalité occupant. Exactement. En cas d'épanchement, c'est le refoulement des médiastins contralatérales. Donc, on a trois types de pleurésie. Faible abondance, c'est un comblement de cul-de-sac. Moyenne abondance, la moitié, le champ pulmonaire. Et de grande abondance, c'est l'hémothorax de gauche et l'hémothorax et le siège d'une opacité totale. Avec signe de compression. Parce que, attention, bête, conigique malade, c'est un piège. Il dit opacité de l'hémothorax avec médiastin en place. Atelectasie associée. Parce que le pleurésie, elle refoule, l'atelectasie, elle rétracte. Médiastin en place, c'est un piège. Association atelectasie et pleurésie. Quel est le malade avec radio, signe, quel est le premier geste qui permet de confirmer l'épanchement? Très bien. Le premier geste, c'est la ponction pleurale. Donc la ponction pleurale, généralement le pleurésie tuberculeuse, liquide citrin riche en protéines, c'est le Rivalta positif, supérieur à 35 généralement, avec une hypercellularité lymphocytose. Et il faut éliminer les autres étiologies de pleurésie surofibreuse, à savoir exudative ou transudative. Exudative. Exudative inflammatoire, par exemple. Exactement. Mécanique, c'est cardiaque, hépatique et rénale. Maintenant, exudative, qu'il y a mésotique tumorale, soit primitif ou secondaire, ou bien autre étiologie infectieuse. C'est clair. C'est clair. Les arguments de certitude, on a dit que les liquides, les cirrhoses sont possibacillaires. D'emblée, on demande une culture. Donc, la culture dans le diagnostic d'une pleurésie donne 30 à 50%. La moitié presque des cas. Mais la biopsie pleurale, la rentabilité, elle est très importante. Elle donne le diagnostic jusqu'à 90% le diagnostic. La biopsie retrouve un granulome inflammatoire giganto-cellulaire avec nécrose caseuse. C'est le diagnostic d'une pleurésie. On va mettre le patient sous traitement. Quel régime?
première ligne toujours mais la catégorie avec deux R H Z bark 2 mois et 4 R H. C'est clair? C'est clair? Je connais le traitement. On va détailler, on va détailler. C'est bon, des questions pour la pleurésie. C'est clair? Nota bene, donc une remarque, il existe d'autres pleurésies tuberculeuses. PSF secondaire a une lésion pulmonaire extensive et PSF, pleurésie hématique primitive au secondaire et pleurésie purulente tuberculeuse, complication d'une PSF, pleurésie surfibrineuse. C'est clair? Maintenant, quelles sont les complications? Je n'ai pas cité les complications. Quelles sont les complications d'une tuberculose extra-pulmonaire? Quelle est la complication la plus redoutable? Premièrement, la complication en fonction de la lésion. Il y a une pleurésie, c'est une pachypleurite. Il y a méningite, des séquelles, quelles que soient, des séquelles tuberculentes calcifiées, ou bien, il y a osseuse, c'est la fracture, ou bien la spontanée, fracture spontanée, ou bien paralysée, en fonction des complications, en fonction de la localisation. Oculaire, c'est la cécité, génitale, c'est la stérilité, c'est-à-dire les complications en fonction de la localisation. Mais la complication la plus redoutable, c'est la miliaire. Donc, pleurésie avec miliaire, méningite avec miliaire, c'est la miliaire, la complication la plus redoutable d'une tuberculose extrapulmonaire, c'est la miliaire. Donc, troisième objectif, c'est les autres. C'est la dissémination de bêta par voie hématogène. Radiologiquement, c'est un semé, c'est une définition radiologique du thorax, c'est un semé d'infiltration micronodulaire, même taille, même répartition, dans les deux bilatérales, dans les deux champs pulmonaires, avec des traces respiratoires. Donc, c'est une urgence, on doit traiter toute miliaire fibrée, on doit traiter par des antibacillaires centrales. Après les localisations la plus fréquente, on a étudié le ganglionnaire, parce que la plus fréquente, pleurale, deuxième position. Maintenant, les autres localisations. Les autres localisations, les méningites. Donc, la tuberculose des méninges, c'est une forme grave. Les arguments de présomption, donc le début, c'est un trouble de comportement, céphalée, vomissement en jet, le tableau d'une méningite, l'APL liquide clair riche en albumine, révalta positif, pauvre en sucre et avec hyperlymphocytose. Le fond d'œil, généralement retrouve des tubercules de choroïdia et les arguments de certitude, donc la culture de BK dans les méninges, elle est positive 100%. Par rapport à la pleurésie, donc la rentabilité elle est de 100%. Et parfois on trouve des BK à l'examen direct dans le LCR. Dieu merci pour mettre le patient sous traitement. La péricardite comme deuxième atteinte, donc elle existe deux types de péricardite. Il y a exudative d'origine tuberculeuse, puis il y a transudative d'origine mécanique. Ici, c'est la péricardite exudative. Donc c'est une péricardite à liquide clair, l'évolution spontanée subaiguë vers la chronicité ou bien la constriction. C'est clair? Le diagnostic repose sur les arguments de présomption, c'est-à-dire dyspnée, cardiomégalie dans la radio, DR positif, et l'élimination des autres étiologies de l'insuffisance cardiaque. La péritonite, c'est l'atteinte donc tableau d'acide à liquide clair, inflammatoire, généralement riche en lymphocytes, mais sans hépatomégalie ni CVC. La parotomie donc aide au diagnostic de présomption et parfois permet le diagnostic de certitude par biopsie
et culture de la biopsie. La biopsie dit soit diagnostic étude histologique et culture de fragments de biopsie qui permet le diagnostic. La tuberculose osteo-articulaire, les arguments de présomption. La clinique, c'est une tuméfaction ou atteinte articulaire froide, le mal de Pott, abcès, fistulisation ou la compression médulaire. Parfois, le malade gicle avec paralysie. Là, c'est l'indication d'une TDM osseuse pour visualiser la lésion. La radiostème flou ou bien pincement articulaire ou intervertébral, ou bien l'image en fuseau, donc des abscis paravertébraux. Les arguments de certitude, donc c'est la culture de pus et la biopsie osseuse. La tuberculose érogénitale, donc rénale, les arguments de présomption immaturée, parce que tuberculose c'est l'immaturée, la pyurie, colique néphritique, parce que le granulome inflammatoire entraîne un obstacle mécanique, obstacle pour l'hydronéphrose. L'albuminurie, la présence de l'albumine dans les urines, l'hydronéphrose et l'IUV permet donc de faire le diagnostic rétrécissement ou amputation des voies excrétrices. Quels sont les arguments de certitude? Donc, la biopsie rénale n'est pas indiquée. Pourquoi? Parce que l'examen direct, positif dans 50% des cas, et la culture positive dans 100% des cas. Pourquoi on a recours à la biopsie? Tant qu'on peut faire le diagnostic par des moyens non invasifs. C'est clair? On a dit tuberculose érogénitale, rénale c'est bon, génitale homme. Donc souvent associé à une tuberculose rénale, épidédymite comme l'inflammation de l'épidédyme, nodule de différent ou la atteinte des testicules. Le diagnostic toujours c'est la biopsie épidédymaire. Génitale chez la femme, c'est une cause. Le motif de consultation, c'est la stérilité. C'est clair? Donc, cause non négligeable de stérilité. Les arguments de présomption, c'est la pelvipéritonite, CBG, aménorrhée. Même aménorrhée, c'est un motif très fréquent de consultation de la femme en gynécologie. Mais ce n'est pas chez nous. Donc, les arguments de certitude, c'est la culture des sécrétions cervicales ou bien le flux menstruel et biopsie de l'endomètre qui permet de redresser le diagnostic. C'est clair? Chez l'homme, quand tu m'as stérilité. Exceptionnel. Mais chez la femme, c'est l'obstruction des trompes. Chez l'homme, elle fait la stérilité, mais ce n'est pas très fréquent. Mais chez la femme, c'est une cause non négligeable de stérilité. Après la tuberculose des autres, on va détailler la tuberculose viscérale. Le système nerveux central, ce sont des tuberculomes, donc de cerveau ou bien de cervelet. Oculaire, c'est une tubercule choroïdien, ou bien l'uvite, c'est un motif de consultation très fréquent. Pour laryngée souvent associée à une tuberculose pulmonaire, généralement qui est toujours associée, c'est une dysphonie. Hépatique ou splénique, c'est la paroscopie avec biopsie. Gastrique, et de même que l'intestin grêle. La dernière localisation, c'est la tuberculose cutanée. On a dit qu'elle est rare et souvent rebelle au traitement. Plusieurs tableaux, qu'il y a la tuberculose vériceuse, tuberculose ulcéreuse, le diagnostic toujours par la biopsie d'illusion cutanée. L'IDR toujours, c'est un élément de présomption. Le diagnostic de certitude, c'est la biopsie cutanée. Maintenant, comme dernière localisation, elle est grave. Donc, c'est la diagnostic de la forme généralisée plurifocale, c'est-à-dire d'emblée, il y a un malade avec miliaire et plusieurs localisations. C'est clair? Donc, le diagnostic, il est facile parce que plusieurs atteintes. Miliaire, la radiographie, c'est une miliaire. C'est méningite, c'est le tableau, donc vomissement avec angie, photophobie. Donc, il y a un tableau neuroméningie avec miliaire. Le diagnostic, il est généralement facile.
Donc la tuberculose disséminée, c'est qui dit multifocale, c'est la dissémination par voie hématogène. Donc la miliaire aiguë généralisée atteint surtout le poumon, mais aussi le cerveau, les méninges et le péritoine et le rein. Pourquoi les localisations les plus fréquentes? Pourquoi? Très bien. Riche en O2, c'est plus vascularisé, donc c'est la richement vascularisée. C'est pour ça l'atteinte elle est fréquente. Maintenant le diagnostic de présomption, donc le tableau, donc c'est une infection sévère, donc pas de l'hyperleucocytose, miliaire pulmonaire, la radio, c'est une infiltration micronodulaire et répartition égale. C'est un critère de diagnostic. Et le fond d'œil, c'est les tubercules choroïdiens. Donc, ces deux signes permettent de faire le diagnostic. Maintenant, si la miliaire est localisée au poumon, avec aucun signe d'appel, est-ce qu'on peut faire le bilan d'extension ou pas ou non? Le bilan d'extension, il est systématique. Très bien. Soit j'ai miliaire avec plusieurs atteintes, donc systématiquement, soit j'ai miliaire localisée, le bilan d'extension, il est systématique. Même en absence d'atteinte méningite, puis elle est systématique, le fond est systématique, c'est clair. Maintenant, les modalités thérapeutiques. Quel est le traitement de la tuberculose extrapulmonaire? Abbas Iman. كاينه pour faciliter كاينه général ou local. نبداو بالجينيرال. antibacillaire. هاك واش نديرو؟ ما هضري ما ندير لك ما سي با ان اكزامان ما كان ما ندير لك والو هضري جالسه على لاز. هاك ما بالكش وي بنتي ما بالكش عويشي ما كانش عباش ما كانش عباش اسماء ما كانش بهدة رفيدة oui. Le traitement de la tuberculose extrapulmonaire. Oui, délégué. ما تعرفش؟ نورمال ما تعرفش. Oui. Oui. Selon la localisation. Selon la localisation, oui. Oui. Généralement, pour faciliter les choses, extrapulmonaire, avec le tableau de Dr Silmani, c'est la trithérapie de RH, Z, 4RH. C'est la trithérapie. Cependant, il existe des localisations extrapulmonaires sévères. On les traite comme tuberculose pulmonaire BK+, c'est-à-dire la catégorie R, quadrithérapie. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? C'est pas clair. Généralement, l'extrapulmonaire, c'est la trithérapie de RHZ sur 4RH. Cependant, il existe des localisations extrapulmonaires sévères classées, traitées comme tuberculose pulmonaire. C'est-à-dire une quadrithérapie de RHZ 4RH. C'est clair? C'est clair, ça va me faire. Donc, premièrement, c'est le traitement général, c'est la chimiothérapie antibacillaire, traitement antituberculaire. Donc, le régime RHZE4RH pour les tuberculoses extrapulmonaires sévères, à savoir les formes aiguës disséminées. Par exemple, miliaire avec méningite disséminée, c'est la quadrithérapie. C'est clair? Méningite, méningo-miliaire. La péricardite, c'est une extrapulmonaire sévère, c'est-à-dire régique malade, péricardite, mais de l'ustrithérapie, quadrithérapie, parce que considérée comme extrapulmonaire sévère. C'est clair?
Tuberculose vertébrale. Vertébrale, considérée comme extrapulmonaire sévère, c'est-à-dire chronique mal de pote, c'est la quadrithérapie. Et tuberculose rénale, c'est une tuberculose extrapulmonaire sévère, c'est-à-dire on dit le régime de la tuberculose pulmonaire RHZE dans les situations suivantes: miliaire, méningite, péricardite, vertébrale, rénale. 5 localisations extrapulmonaires sévères traitées comme tuberculose pulmonaire par le régime quadrithérapie de 4. C'est clair? C'est clair. Maintenant, le régime trithérapie, à l'extrapulmonaire, est réservé pour les autres localisations cutanées, pleurales, adénopathie. C'est clair? Osseuse, acide. C'est clair? La corticothérapie. La corticothérapie. Quelles sont les indications de la corticothérapie? Il y a inflammation pour l'inflammation. Quelles sont des indications particulières? Les indications. Inflammation très importante. Très bien. Oui, il y a l'inflammation très importante. Par exemple, miliaire avec détresse respiratoire, c'est une indication de la corticothérapie. Mais la pleurisée, la plèvre, pour éviter la pachypleurite, la pleurisée, c'est une indication de la corticothérapie. Ou la péricardite parce que, comme dit le corticoïde, constriction, les contractions du cœur gênent la constriction, les séquelles de la péricardite tuberculeuse gênent la contraction, la contractilité du cœur. C'est clair? Méningite, parce que les séquelles, méningite, péricardite, pleurisée et miliaire. C'est une indication de la corticothérapie d'emblée. Donc c'est pendant 3 à 6 semaines initiales. Donc on donne prédnisone 0,5 mg à 1 mg par kilo pendant 10 jours, puis dégression, dégression progressive, 3 semaines max, mais minimum 6 semaines maximum. C'est clair? Ici, donc, le traitement de la tuberculose extrapulmonaire n'est pas consensuel parce qu'il dit que les qui ne pas qui pleurent. Il dit qu'on ne donne pas la corticothérapie parce qu'il risque de flamber la tuberculose. L'immunodépression, rien pour, rien contre. Il dit que la kinésithérapie, par exemple, la pleurisée, donc, permet de lutter contre la pachypleurite. Kinésithérapie prolongée permet de lutter contre la pachypleurite. Le traitement, après le traitement général, c'est la corticothérapie, les antibacillaires, le traitement local, chirurgical ou orthopédique. Donc, d'emblée pour une collection volumineuse ou abcès froid, c'est ou bien l'immobilisation de l'articulation. Après traitement, c'est la décortication d'une plèvre au péricarde, c'est l'ablation de la plèvre pariétale ou le péricarde, l'exirase partielle au total d'un rein, c'est-à-dire avec hydronéphrose avec obstruction, nécrose, c'est l'exirase total ou partiel. Troisième éventualité, c'est la résection anastomose, donc digestive, c'est la latente, et l'exirase d'un tuberculum cérébral. Et bien sûr, la kinésithérapie respiratoire, elle est indiquée pour éviter la pachypleurite. La prévention de on a fait le traitement, la clinique, le diagnostic. Quelle est la prévention pour prévenir la tuberculose extrapulmonaire? Quels sont les moyens? Vaccination, très bien, par le BCG. La vaccination, elle ne permet pas d'éradiquer la tuberculose, mais au moins d'éviter les formes graves, la miliaire et la méningite. C'est clair? Et la vaccination est la chimioprophylaxie, donc par l'INH, donc de la primo-infection. C'est clair? C'est très des questions?
la vaccination BCG, donc elle permet de réduire les formes graves, méningite. Et la vaccination par la chimiothérapie par l'INH de toute primo-infection tuberculeuse. C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est pas clair? Oui, une question. Est-ce que la tuberculose extra-pulmonaire constitue une source de contamination tuberculose? Pourquoi? Initialement, elle dit pourquoi? Oui. Quotidiennement. Pourquoi? Quotidiennement. Pourquoi? C'est bon? Je suis ça. La contamination se fait pas? Les gouttelettes de salive. Oui, se fait pas BK ou extra-pulmonaire quand c'est bacillaire. C'est-à-dire, ne constitue pas une source de contamination de la tuberculose. Des questions? Là, oui. D'abord, pour le bêta plus à la stéroïde, considéré comme plus, on a parfois en extra-pulmonaire. Bêta plus. C'est clair, dans le cas des extra-pulmonaires, parce que ce sont des lésions transvacillaires, c'est-à-dire qu'elles ne constituent pas une source de contamination de tuberculose. Les extra-pulmonaires, ce sont des lésions transvacillaires. C'est rarement de l'orbitalière. C'est l'inflammation beaucoup. Oui. Vous avez fait la ce sont des bêta qui sont c'est la même parce que la pas parce que les autres attendent les objectifs. C'est clair. C'est clair. Bon courage. Là, je me dis.